Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Mignons et Aventuriers. Nos aventures se poursuivent au pays du soleil levant, en commençant par Kyoto. Nous avons commencé notre visite de l'ancienne capitale du Japon par le palais impérial. Il y a plusieurs ailes du palais qui peuvent être visitées une fois que nous avons enlevé nos chaussures. Malheureusement, il est interdit de filmer à l'intérieur. Les salles sont plutôt vides, comme autrefois d'ailleurs, mais le plancher est entièrement fait en tatami de paille, et les murs sont ornés de magnifiques peintures représentant des tigres et des pans. De plus, il y a aussi des mannequins disposés dans les pièces pour représenter les scènes de la vie impériale. Les jardins sont aussi très beaux. C'est un endroit paisible malgré l'achalandage. Ensuite, une visite du temple bouddhiste de Kiyomizu-dera pour un autre bain de foule. Site du patrimoine mondial de l'UNESCO, le site a été fondé en 778 et offre une splendide vue sur la ville. Édouard devient vraiment bon pour utiliser les fontaines d'eau sacrée. En après-midi, Catherine a vécu une expérience unique en assistant à un spectacle d'authentiques geishas ainsi qu'à une cérémonie de thé dans le magnifique quartier de Gion. C'est l'un des 5 quartiers où on peut trouver les traditionnelles dames de compagnie dans Kyoto. Le petit district a aussi gardé son style d'architecture du passé. C'est le parfait endroit pour se plonger dans l'univers romantique de ce pays, toujours en équilibre entre sa riche histoire et la fine pointe de la technologie. Pendant ce temps, les garçons ont visité le plus grand musée ferroviaire du Japon. Considérant à quel point les Japonais s'y connaissent en train, ce n'est pas peu dire. On y trouve plusieurs trains, bien sûr, mais aussi beaucoup d'expositions interactives. Nos aventuriers ont eu beaucoup de plaisir. Nous poursuivons notre visite avec le très célèbre sanctuaire de Fushimi Inari, avec ses longues rangées d'arches appelées torii. Celles-ci forment des tunnels tout au long de la montée jusqu'au sommet. Il y en a environ 10 000 de tailles différentes. C'est un endroit très populaire auprès des photographes et nous comprenons très vite pourquoi. Il est facile cependant d'oublier qu'il s'agit d'abord d'un endroit de recueillement. Il y a des fontaines d'eau sacrée, ainsi que de petits endroits jonchés tout au long de la montée où les gens font brûler de l'encens et sonnent des gongs pour leurs proches décédés. Autre activité très attendue par les Landry a été la visite du musée des ninjas et des samouraïs, où la famille a pu, entre autres, apprendre à lancer le shuriken, l'étoile de ninja. Eric a aussi pu cocher un item important de sa bucket list en participant à un cours d'introduction à l'iaido, l'art du maniement du katana, l'épée des samouraïs. Il a appris la séquence de mouvements pour dégainer le sabre, attaquer et le remettre dans son fourreau. Il a même eu la chance de tester à quel point ce type d'épée est tranchant en taillant des tatamis de paille. C'est très impressionnant de sentir le très peu de résistance qu'offrent les tatamis. C'est une sensation vraiment satisfaisante qui inspire le respect pour cette arme ancestrale. Kyoto ne cesse de nous éblouir. Cette fois-ci, c'est la forêt de bambou de Sagano dans la région d'Arashiyama qui nous en a mis plein les yeux. Ces géants verts ont été plantés par les humains pour créer un endroit d'une beauté unique. Nous avons aussi fait un arrêt dans le jardin du temple Tenryu, juste à côté, un autre endroit magnifique et paisible. Apparemment, on peut aussi y admirer les cerisiers en fleurs au printemps. Petite randonnée juste à côté avec une montée de 650 mètres pour aller rencontrer un groupe de macaques au sanctuaire d'Iwatayama. Ils y sont protégés et font à leur guise en toute liberté. La seule cage au sommet de la montagne est celle dans laquelle les humains s'entassent volontiers pour avoir la chance de nourrir les dizaines de petits singes qui habitent l'endroit. Après une courte balade en train, nous sommes arrivés à Nara. C'est l'échelle des bâtiments dans le parc central qui frappe le plus.
comme la porte de Nandaimon et le temple Todaiji, qui sont parmi les plus grandes structures en bois dans le monde. Les mots nous manquent pour en décrire la taille imposante. Une autre particularité de Nara, ce sont les centaines de cerfs considérés comme sacrés qui errent librement dans le parc. Ils ont appris à faire la courbette pour demander de la nourriture. Ça se passe bien la plupart du temps, même si certains peuvent se faire très insistants. Finalement, les garçons ont bien apprécié leur balade à vélo, ce qui était une demande d'Édouard. Petit arrêt et belle découverte en chemin vers Osaka à Tondabayashi, un village où 150 maisons ont gardé le style architectural de la période d'Edo et où une très gentille dame nous a accueillis dans son auberge pour un dîner assis par terre. Reconstruit pour la dernière fois dans les années 1930, le palais impérial d'Osaka, qui est résolument plus moderne que ceux que nous avons visités jusqu'à maintenant, offre une excellente vue de la ville. Direction Aquarium d'Osaka, qui est définitivement l'un des plus beaux que nous avons vus jusqu'à présent. Il y a plusieurs très grands bassins qui représentent les différents environnements aquatiques à travers le monde, de l'Arctique aux forêts de varech, kelp en anglais, que l'on retrouve au large de la Californie, sans oublier les eaux japonaises. Les résidents les plus célèbres de l'endroit sont sans aucun doute les deux requins-baleines. Ces énormes créatures sont majestueuses et on aurait pu y rester des heures à les observer. Après un souper au célèbre café Pokémon qui a fait le bonheur des garçons, nous nous sommes promenés dans les quartiers de Shinsekai et d'Otonbori, qui sont reconnus pour leurs artères commerciales vibrantes. Celle-ci en particulier nous rappelle un peu les énormes enseignes lumineuses de Times Square à New York, mais en plus intense. On peut aussi y faire de courtes croisières sur le canal principal. Il va sans dire que c'est un autre bain de foule japonais. Place à la magie et au monde d'Harry Potter au studio Universal du Japon. Les 4 amateurs de l'univers du célèbre jeune magicien de la famille ont été comblés. Des magasins remplis d'objets animés, aux vitrines fidèles au film, jusqu'à la baguette magique interactive d'Édouard, nous avons vraiment passé un beau moment. En passant d'un monde magique à un autre, la prochaine section du parc était celle de Super Mario Bros. On se croirait vraiment dans le monde du jeu vidéo de notre enfance. Ici aussi, tout est fait pour être interactif pour le plus grand bonheur des visiteurs de tous les âges. Après 2 semaines à un rythme effréné qui ont testé toutes nos limites, l'arrivée à Hakone, un village réputé pour ses onsen, un type de spa à la japonaise, a été accueillie avec soulagement par tous. La météo ne nous a peut-être pas permis d'apercevoir le mont Fuji comme nous l'espérions, mais nous avons certainement profité et apprécié le moment de détente dans la source d'eau chaude réchauffée par l'activité volcanique du coin. Voilà qui nous amène à la fin de cet épisode. Rejoignez-nous la prochaine fois pour notre arrivée tant attendue en Australie.